Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Bourras sur Radio IDFM et Philippe à la technique. Bonjour Philippe. 9h30, 11h, 90 minutes d'économie en direct sur Radio IDFM 98, idfm98.fr ou en vidéo live sur Facebook. Soyez les bienvenus, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 9 février, et de vous présenter cette émission consacrée à Madicob, une entreprise du groupe AGP. Et pour en parler, qui mieux que trois de ses dirigeants présents dans notre studio. Bonjour Frédéric Anfray. Bonjour Jacqueline. Frédéric Anfray, vous êtes le président du groupe AGP, Assistance Générale de Protection, un groupe qui réunit plusieurs entités performantes, dont Madicob, une magnifique PME qui a su traverser l'année 2020 avec succès. Vous nous rappellerez comment, avec peut-être des chiffres clés. Depuis quelques semaines, vous êtes également pour l'association 60 000 rebonds le responsable de l'agence du Val d'Oise. L'occasion de découvrir avec vous la vocation et les actions de cette association et d'aborder la prévention des difficultés des entreprises. Et puis nous parlerons aussi de CITEC, la nouvelle entité de l'université de Cergy-Pontoise. À vos côtés, Vincent Bosch. Bonjour Vincent. Bonjour Jacqueline. Vincent, vous êtes depuis 2019 le directeur général de Madicob et avec vous, nous redécouvrirons les principaux produits qui en assurent la réussite. Avec plaisir. À vos côtés, Grégory Morin. Bonjour Grégory. Bonjour Jacqueline. Grégory, vous êtes le directeur commercial du groupe AGP et avec vous, nous parlerons prévention, sécurité et peut-être formation en cas d'incendie. Des préoccupations bousculées aujourd'hui par la crise sanitaire. Bienvenue et merci à tous les trois pour votre présence en direct sur Radio IDFM. Vers 10h, notre expert en communication, Étienne Barrier de Unique Production, nous présentera sa chronique qui concerne aujourd'hui les avis de nos clients. Mais en attendant et pour commencer, voici l'info du jour. L'annulation de la dette en débat, un article de Marie Malzac, journaliste chez LinkedIn. Vendredi dernier, plus d'une centaine d'économistes ont lancé un appel à annuler les dettes publiques détenues par la BCE pour faciliter la reconstruction sociale et écologique après la pandémie de Covid-19. En effet, la question fait débat. Que faire du surcroît de cette dette publique contractée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ? En France, celle-ci atteint désormais 120% du produit intérieur brut, soit 20 points de plus qu'en 2019. Et dans la zone euro en général, la dette s'est bien évidemment envolée. Dans un entretien du journal du dimanche, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne BCE, a rappelé, je cite, que toute annulation de la dette Covid-19 est inenvisageable et serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États. Cette règle constitue l'un des piliers fondamentaux de l'euro, a-t-elle précisé. Et elle termine en suggérant une réflexion. Si l'énergie dépensée à réclamer une annulation de la dette par la BCE était plutôt consacrée à un débat sur l'utilisation de cette dette, ce serait beaucoup plus utile. Dans ces suggestions, à quoi sera affectée la dépense publique ou sur quel secteur d'avenir investir ? Voilà, je me tourne vers mes invités. Frédéric Anfray, nous avions eu l'occasion de parler de cette dette il y a quelques temps. Je crois que vous n'y croyez pas au remboursement. Il y a plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas oublier à qui appartient la dette, oui. Puisque je pense qu'une grande partie des dettes sont détenues par les fonds de retraite et tous les organismes, les assurances. Donc en clair, indirectement par beaucoup d'entre nous. Donc ça pose aussi le problème de l'équilibre de ces organisations-là. Après, on parle des dettes, mais pour l'instant, on n'a pas tout vu, puisque toute la caution de l'État sur les prêts garantis par l'État pour les entreprises, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas en défaut, puisqu'ils ne sont pas encore en remboursement. Oui. Donc ça viendra aussi s'ajouter. Et puis, on n'est pas au bout de la crise, donc on n'est pas au bout d'activités plus réduites. Donc je pense que c'est un sujet qui est un peu tôt pour voir qu'est-ce qu'il faudra traiter, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le montant de ce qu'il y aura à payer, soit il faudra l'étaler sur des durées longues, soit il faudra avoir d'autres systèmes, mais je pense que c'est un peu tôt pour en parler aujourd'hui, parce que l'état complet d'où on en est, personne ne sait. Après, c'est un crédit que l'Europe se doit à elle-même, donc voilà, c'est peut-être ça que les économistes mettent en avant. Oui, j'avoue être plus concentré sur nos dettes à nous et comment on va les rembourser que sur des dettes qu'on ne maîtrise pas par ailleurs.
Vincent Bosch, vous voulez faire un commentaire ? Nous sommes dans un secteur d'activité où notre chiffre d'affaires a baissé sur 2020, mais malgré tout, on a du chiffre d'affaires. Par contre, il y a plein de secteurs d'activité où aujourd'hui, ils ont 0 chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les PGE, il y a un remboursement qui est différé, donc c'est plutôt en avril 2022, c'est ce que vient de dire Frédéric. C'est en avril 2022 où on verra la catastrophe. Grégory Morin, vous souhaitez apporter un point de vue ? Dans tous les cas, c'est le contribuable qui va payer. Donc, un jour ou l'autre, j'ai envie de dire. Donc, oui, aujourd'hui, c'est prématuré d'avoir une vision claire et clairvoyante sur l'avenir. Mais dans tous les cas, voilà, c'est nous et nos enfants qui vont. Oui, il faut rester très pragmatique par rapport à ça. Merci pour vos points de vue. On fait une pause et on se retrouve juste après. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Pharrell Williams, Happy, à l'antenne de Radio IDFM. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, assistance générale de protection, Vincent Bosch, directeur général Medicob, et Grégory Morin, directeur commercial du groupe AGP. Frédéric Anfray, rebonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Si j'ai déjà eu le plaisir de vous accueillir, je rappelle que votre groupe AGP est spécialisé dans la sécurité incendie et la fabrication d'équipements destinés au désenfumage. Et peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu votre parcours ? Alors moi, mon parcours, c'est un parcours d'expert comptable et qui a repris un de ses clients il y a bientôt presque 10 ans. Par contre, peut-être que c'est plus intéressant de raconter un petit peu l'histoire du groupe. Oui, absolument. Parce que le groupe est né dans le Val d'Oise en 77 en entreprise individuelle. Et c'est vraiment l'exemple type de l'entreprise démarrée de petite taille et puis qui a grandi sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelait Bernard Paulet, qui avait une vraie vision stratégique des métiers, qui a d'abord posé les systèmes d'ouverture de toit équipés de désenfumage dans les années 70-80. C'était la société Paulet qui portait son nom. Après, on a eu des obligations de maintenance de systèmes de sécurité incendie. Donc, il a créé la société SPEM. Alors, il n'est pas allé trop loin pour appeler la société, parce qu'elle s'appelle Société Paulet d'entretien et de maintenance. Et en 86, comme il n'était pas très content des produits qu'il mettait en œuvre, il a créé Medicob, qui est devenue aujourd'hui la société phare du groupe, qui conçoit, qui assemble et qui distribue des produits de commande de désenfumage et des ouvrants de désenfumage. Le groupe aujourd'hui, c'est à peu près 100 personnes. Oui. Il y a à peu près 85 emplois qui sont basés à Cergy-Pontoise, entre Saint-Ouen-l'Aumône et Osny, dont une douzaine de commerciaux de terrain qui sont sur toute la France. Et on a une filiale qu'on a repris à Valenton qui a 15 personnes. Voilà, donc on est vraiment intégré au sens où on fait la pose, la maintenance et la fabrication, et qu'on est vraiment made in 95 et vraiment made in Cergy-Pontoise aussi. C'est ça, voilà. Oui, vous pouvez le revendiquer fièrement. Est-ce que j'imagine que chaque entreprise a sa notoriété. Comment se répartissent les clients du groupe ? Alors, Medicob a une notoriété nationale, puisqu'on fait partie des quelques fabricants de ces produits-là. Donc, on a une notoriété, on distribue sur toute la France. On commence aussi à aller à l'export. Paulet et SPEM sont plus régionales, Île-de-France, avec des possibilités d'intervenir au gré des clients un peu plus loin. Mais globalement, on est plus centré sur l'Île-de-France. Et la société Contra, qui est à Valenton, elle intervient, on va dire, dans la moitié sud de la région parisienne et aussi un peu dans la province, mais elle est plus sur la façade, quand Medicob est plus sur des produits de toiture. D'accord. Donc les activités sont complémentaires. D'accord, voilà. Mais chacune interactive l'une avec l'autre. Alors chacune interactive l'une avec l'autre, mais elles sont quand même assez indépendantes, c'est-à-dire que les sociétés Paulet et SPEM vont chercher elles-mêmes leurs clients, parce que Medicob a pour clientèle l'ensemble des concurrents de SPEM Paulet. Donc chacun, il y a une homogénéité, mais je dirais que chacun doit se débrouiller pour aller chercher ses clients et pas attendre que l'autre lui amène les clients. Et on met bien les frontières. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les informations qu'on a chez Medicob pour nourrir nos sociétés pour les SPEM. Elles se débrouillent en autonomie, quoi. Même s'il y a une coordination par Grégory, qui est le directeur commercial, c'est étanche entre les sociétés. Entre chaque société. Voilà. Alors, parlons de l'année 2020, puisque malgré la crise,
pour le groupe AGP, en tout cas pour Madicop, ça a été une bonne année malgré tout? Non, c'était une bonne année, ça dépend comment on la considère. On a perdu 22%. Vous avez eu plusieurs étapes marquantes. Voilà, on a eu plusieurs étapes marquantes. Les chiffres sont quand même assez simples et assez cinglants. Il y a 22% de baisse de chiffre d'affaires sur l'année 2020, qui correspond à la partie où on a été vraiment fermé. Alors, on n'a pas été fermé si longtemps que ça. On a été fermé totalement du début du confinement jusqu'à peu près au 20 avril. On a rouvert en petite équipe pour fabriquer, pour livrer à partir du 20 avril. Et grosso modo, autour du 10 mai, la société a été rouverte complètement. Mais on s'est aperçu que le niveau des ventes et puis le niveau de capacité de fabriquer est revenu globalement qu'elle était. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de ruptures de fournisseurs. On s'est aperçu à cette occasion qu'on avait un paquet de fournisseurs qui travaillaient beaucoup pour l'automobile et qui, eux, étant tellement impactés, travaillaient une journée par semaine. Donc des difficultés terribles de réapprovisionnement et d'arriver à assurer nos cadencements. Donc on est revenu au niveau de commandes et de fabrication à peu près à l'été. Et donc, on a fait un dernier quadrimestre qui était à peu près équivalent à l'année 2019. Mais ce qu'on a perdu sur le début d'année, on ne l'a pas rattrapé. Donc, en gros, on a perdu 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une certaine marge, ça fait forcément des résultats qui vont être négatifs sur l'année 2020. Qui ont été financés, donc tout ça, il n'y a pas trop de difficultés. Et encore une fois, comme disait Vincent, on n'a pas à se plaindre parce que même si on a pris des coups comme beaucoup, on a un métier qui est quand même très défensif, qui continue à exister, même si forcément la concurrence est plus dure et que les activités fermées réduisent un peu les parts de marché. Mais globalement, nous on existe, on continue à travailler. Donc voilà, on assume nos difficultés, mais par rapport au secteur fermé, on n'a pas à se plaindre. On ne fait pas partie des métiers qui ont bénéficié du Covid, mais on ne fait pas non plus partie des métiers qui ont été massacrés par les arrêts d'activité. Donc voilà, on fait avec. Sur les activités de maintenance, ça a été un peu plus compliqué à redémarrer, mais pour une autre raison qui était technique, c'est que il fallait, comme les gens étaient en présentiel, puisque la maintenance, ça se fait par définition sur site, on a eu beaucoup de difficultés à avoir les protocoles sanitaires signés par les clients, parce qu'il y avait des process compliqués, les gens étaient en télétravail et autres, et donc l'activité a été complètement remise en route, alors qu'on avait les activités à faire. Tous les collaborateurs ont été remis en route au 15 juin, progressivement, mais on avait toutes les équipes au 15 juin. Oui, c'était compliqué Donc après, au niveau des activités de chômage partiel, on a eu globalement même pas un mois sur Madicop, puisque globalement, on a fait travailler les commerciaux, on a fait travailler le bureau d'études, Grégory et Vincent en parleront. On a essayé de se rattraper de beaucoup de choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Et sur les autres sociétés, tous les services administratifs et commerciaux ont travaillé. Et il n'y a que les services vraiment techniques qui ont progressivement retravaillé. Donc globalement, on a assez peu utilisé le chômage partiel. Et globalement, sur cette année 2020, on a modernisé les sociétés pour mieux repartir après. Mais en termes de résultats, c'est une mauvaise année, clairement. C'était un temps de réflexion. C'est un temps de réflexion. Et on va sortir des nouveaux produits, on va sortir tout un tas de choses. Je pense qu'on a gagné 2 ans à peu près de modernisation de la société, puisque forcément, quand ça s'arrête, entre guillemets, on peut se consacrer. Il y a des sujets les clients n'appellent plus, donc entre guillemets, tous les problèmes du quotidien n'existent plus. Donc ça nous a permis ça, et on devrait avoir les fruits de tout ça sur le 2e semestre 2021 et en 2022. Après, beaucoup de partenariats. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester tout seul sur plein de choses. Il y a trop de technicité. Et paradoxalement, cette année compliquée a favorisé les accords ou les discussions pour dire on peut peut-être faire des choses ensemble, que ce soit pour distribuer, que ce soit pour concevoir. On a des choses dans les discussions où on avance avec des concurrents sur des produits communs et autres. C'est assez riche. C'est assez riche à ce niveau-là. Donc beaucoup de choses se sont passées. Globalement, mauvais résultats. Globalement, on est pas mal financièrement. On s'en sort. Et globalement, l'avenir devrait être meilleur sous réserve, bien évidemment, de reconfinement, tout ça. Mais globalement, on n'a pas trop à se plaindre. Voilà.
Ce qu'il faut souligner aussi peut-être, c'est que vous avez aujourd'hui des nouvelles parts de marché à l'export, en Afrique et au Moyen-Orient. On avait démarré l'export depuis 2 ans. On a continué. Alors, il y a eu une période où c'est gelé, c'est en train de rebouger. Et là, on est sur un programme export avec un programme qui s'appelle Stratexio. Et là, c'est assez prometteur. Normalement, là aussi, on devrait avoir des résultats deuxième semestre 2021-2022, et ça devrait contribuer à compléter le chiffre d'affaires de façon significative. Bon, dans quel pays précisément ? Alors plutôt l'Afrique. On a démarré plutôt avec l'Afrique, avec les pays francophones, pour des questions de normes, puisque globalement les pays francophones ont plutôt tendance à adopter les normes françaises. On a des produits normés, donc c'était plus simple pour nous. Là encore, on sent que ça redémarre. Bon. C'est quand même compliqué on fait des prévisions parce qu'il faut faire des prévisions, mais c'est quand même compliqué de voir à quelle vitesse tout ça va rebondir. Ça bouge. Sur ce début d'année, globalement, ce qu'on constate, c'est que le niveau de commande et de chiffre d'affaires est légèrement supérieur à la même chose que 2020. À l'export. Tout compris. Tout confondu. Tout est un peu mieux. Alors après, est-ce que c'est le phénomène de rattrapage et qu'à un moment donné, on va avoir une chute ? Là, c'est compliqué à voir. Mais pour l'instant, on n'a pas à se plaindre, quoi. Voilà. Après, cette année 2020, nous a permis d'avoir des gros coups de projecteur grâce à Vincent qui a voulu nous faire des dépenses en plein confinement. On en parlera avec Vincent. Voilà, et on a eu la visite de Valérie Pécresse, puisqu'on a eu une subvention pour acheter une machine pour le Covid. Derrière, on a eu la visite de Stéphanie Vonneux, qui est aussi vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, et puis de Gilles Lecam, qui est vice-président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et qui est chargé des affaires économiques. Voilà. Et vous avez eu aussi un reportage télévisé, mais on en parlera avec Vincent Bosch. Oui. Sinon, je ne vais plus rien demander à Vincent. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous envisagez de nouvelles acquisitions ? Écoutez, pour l'instant, on va déjà digérer tout ce qu'on a et on va déjà essayer de faire tout ce qu'on a dans les tuyaux, que ce soit des accords commerciaux ou des développements de produits. Après, si à un moment donné, il y a des opportunités, on les regardera. Mais quand on reprend des affaires, il faut et les moyens financiers et les hommes pour les gérer. Et aujourd'hui, si on faisait ce type d'opération, on déshabillerait. Voilà. Donc pour l'instant, rien n'est impossible. On n'avait pas prévu de racheter une société en liquidation il y a 2 ans. Voilà. C'est ça, si l'occasion se présente. Si l'occasion se présente, voilà. Ok. Merci beaucoup Frédéric Anfray, en tout cas pour ces résultats, malgré une année hors norme. Je reviendrai vers vous, si vous voulez bien, pour parler de l'association 60 000 rebonds. Avec plaisir. On fait une petite pause musicale et on se retrouve après. Nous venons d'écouter Radiohead, No Surprises. Radio IDFM, il est 9h56, pardon, et je donne la parole à notre expert en communication, Étienne Barrier, de Unique Production, pour sa chronique qui a pour titre aujourd'hui « Les avis de nos clients ». Bonjour Étienne, vous allez bien ? Bonjour Jacqueline, merci, j'espère que vous allez bien également. Lors de ma dernière chronique, je vous parlais de Google My Business et notamment des avis clients. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus sur justement ces avis clients que l'on peut bien évidemment mettre sur Google My Business, mais également sur d'autres plateformes et évidemment sur votre site internet. Il faut d'abord avoir en tête que ces avis clients sont aujourd'hui extrêmement importants afin de se différencier de la concurrence, mais surtout de donner confiance aux personnes qui vous découvrent. En effet, ce n'est plus vous qui dites que vous êtes le meilleur dans votre domaine, mais c'est une tierce personne qui s'engage et qui le dit à votre place. Et donc ça, c'est extrêmement fort et ça va faire une preuve de réassurance sociale par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment votre service ou votre produit. Alors, justement, on va pouvoir travailler sur ces témoignages clients. Je vous parlais de Google My Business, mais on peut également les demander sur des plateformes telles que LinkedIn par exemple. Donc pour ce faire, il suffit tout simplement de faire une demande à des contacts en précisant le fait qu'ils pourront donner un avis sur la relation que vous avez eue avec eux. Ça peut être un client par exemple ou un partenaire, voire même des salariés. Mais une chose aussi qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir reprendre ces avis clients de n'importe quelle plateforme,
les recopier et ensuite de les intégrer sur votre site internet. Effectivement, il est extrêmement de bon ton pour pouvoir donner confiance de mettre des avis clients de façon régulière sur son site internet par rapport aux produits que l'on vend ou les services. Les avis clients vont vraiment rassurer les personnes et donc une fois que vous avez un avis sur une plateforme, vous pouvez du coup le copier et l'intégrer également sur votre site internet. Une forme d'avis qui va être particulièrement efficace, ça va être aussi les avis en vidéo. Et pour ce faire, vous pouvez tout simplement demander à votre client de se filmer avec son téléphone portable et de vous envoyer une vidéo qu'il puisse attester de la façon dont vous avez travaillé pour lui. Alors par rapport aux avis, il y a quelques petites choses à savoir et pour qu'ils soient le plus efficaces possible. La première chose, et en fait on va découper l'avis à peu près en 3 étapes. La première chose, ça va être que le client se présente et présente du coup le problème qu'il avait. En se présentant et en présentant le problème, il va permettre une identification de la personne qui découvre l'avis, de dire voilà, il a à peu près la même taille que moi, il fait à peu près le même métier, il a la même problématique, nous sommes équivalents, donc du coup ce qu'il dit peut m'intéresser. La seconde étape, ça va être ensuite de présenter la solution que vous lui avez apportée. Donc il va expliquer dans quel cadre en fait il a travaillé avec votre service ou votre produit, comment ça s'est passé et à quel point il a été satisfait. Et la dernière étape qui est extrêmement importante, c'est de montrer le résultat, d'expliquer finalement ce que lui apporte le produit ou le service que vous vendez. Et c'est cette dernière étape qui va amener la personne à vraiment se décider d'acheter ce que vous vendez. Donc voilà un petit peu les principales informations à savoir sur les avis clients qui sont vraiment extrêmement importantes pour pouvoir donner de la réassurance, donner envie, donner confiance d'acheter vos services ou produits. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Étienne pour tous ces conseils. À très bientôt. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Ce matin, en direct sur Radio IDFM, nous parlons du groupe AGP et Medicob, avec à mes côtés Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, assistant général de protection, Vincent Bosch, directeur général de Medicob, et Grégory Morin, directeur commercial du groupe AGP. Merci également, Vincent Bosch, pour votre présence dans nos studios. Merci à vous de nous accueillir. Vincent Bosch, je rappelle donc que vous êtes le directeur général de Medicob depuis 2019. Pouvez-vous nous retracer votre parcours avant cette arrivée dans le groupe ? J'ai commencé il y a très longtemps maintenant dans le domaine aéronautique, spatial et militaire. Société qui à l'époque s'appelait l'Aérospatiale, qui aujourd'hui s'appelle EADS. Par la suite, j'ai monté un cabinet de conseil pour aider les entreprises dans leur stratégie, puis dans leur financement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric, il y a maintenant 4 ans, je pense, pour l'aider dans un premier temps sur la partie qualité, puis bureau d'études, puis pour que Medicob devienne lauréat PMUP. Oui. Donc pas le PMUP Covid, donc parlons après, mais la première étape PMUP, qui est une subvention régionale pour aider les entreprises dans leur développement. Donc par l'embauche de salariés dirigeants, développement export, développement commercial France et investissement dans de la machine-outil. Et par la suite, après plusieurs demandes de Frédéric, j'ai pris la direction de Medicob en 2019. Il vous a débauché. Voilà, il m'a débauché. Non, c'était une belle aventure. Enfin, c'est une belle aventure. Avec un beau passage sur l'épisode Covid qui a permis de faire de belles découvertes humaines, découvertes matérielles, découvertes et d'accélérer le développement de la société. Donc vos premières impressions en arrivant dans le groupe n'ont pas été déçues par rapport à ce à quoi vous vous attendiez? Non, c'était très, très intéressant parce que quand vous êtes consultant, vous êtes l'éminence grise du président. Tout le monde vous parle, tout le monde vous dit plein de choses. Et puis quand vous devenez le directeur général, là, plus personne ne vous parle. Tout le monde vous évite. Vous mangez tout seul le midi et vous vous débrouillez. C'est là qu'il faudrait trouver des consultants. Mais bon. À vous de les trouver maintenant. Exactement. Oui. Alors nous disions que Medicob avait bénéficié d'un prêt destiné à l'innovation puisque Medicob a su innover et peut-être même renforcer sa position dans son secteur.
Est-ce justement votre expérience au sein de votre cabinet qui a pu faciliter l'obtention du prêt ? Alors, c'était non pas forcément. Enfin, c'est l'obtention du prêt. C'était oui, c'est l'expérience passée sur toute cette partie subvention. Parce qu'il y a quand même plus de 2500 subventions en France. Donc après, il faut les connaître et aller les chercher. Mais c'est surtout la capacité de Medicob à innover et à trouver des nouvelles choses. Et effectivement, le deuxième prêt PM-Up Covid était lié à l'épisode Covid où vous transformiez une entreprise, vous trouviez de la diversification d'activités. Et la région finançait à hauteur de 50% l'achat de matériel et de conseils associés pour se diversifier. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est lancé dans de la fabrication de protection. Oui. Donc protection plexiglas, des distributeurs de gel, des caches extincteurs qui permettent aussi de poser des distributeurs de gel, parce qu'un extincteur c'est très joli, c'est rouge à l'entrée d'un bâtiment, donc on préfère le cacher un petit peu et donc de pouvoir avoir une protection sur le dessus pour pouvoir poser votre distributeur de gel. Donc tout ça, c'est le département R&D qui réfléchit à ces innovations. Alors, c'est le département R&D sous l'impulsion de la direction commerciale qui recherche des nouveaux produits. Le but du jeu étant et Grégory vous expliquera la stratégie commerciale, c'est de pouvoir répondre aux clients. C'est ça, ce sont les clients qui émettent des souhaits et puis vous essayez C'est les clients qui émettent des souhaits, c'est nous qui proposons des solutions. Aujourd'hui, on est dans le désenfumage. Le désenfumage, comme disait Frédéric, c'est quelque chose qui sert pas normalement, sauf en cas d'incendie. Et aujourd'hui, on s'oriente pour proposer des solutions nouvelles, de l'aération. Donc, comme c'est des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules pour désenfumer, elles peuvent servir à autre chose. Donc, aérer des bâtiments. Elles peuvent servir à avoir du verre teinté sur le dessus pour pouvoir cacher du soleil. Et quand vous êtes devant votre ordinateur, pas être obligé de vous retourner, baisser votre store, mettre des volets roulants. Donc apporter une utilité supplémentaire. Tout à fait. Voilà. Oui. Aujourd'hui, avec tout ce qui est technologie, on a la chance d'être proche de CY, donc, qui est l'université de Cergy, avec... qui regroupe 11 labos dans différents domaines et avec qui on a signé des partenariats. D'ailleurs, on a un de nos ingénieurs qui va passer un doctorat avec l'université sur les produits connectés. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Ils ont des labos orientés sur les polymères, ils ont des labos sur l'intelligence artificielle. Ils ont 11 labos vraiment dédiés sur différents métiers. Et comme on a un partenariat avec eux, ils nous accompagnent et ils nous aident sur différents projets. D'accord. Alors, en somme, on peut dire que c'est un bon cru en innovation, notamment aussi avec la fabrication des parois en plexiglas et puis aussi des caissons pour les services de réanimation. Oui, tout à fait. Là, c'est un de nos ingénieurs qui nous a ramené ça de Tunisie, des caissons qui avaient été proposés pour, au départ, faire les tests. Donc les fameux tests où on met un petit coton-tige dans le nez pour tester, et c'était pour protéger les soignants qui faisaient les tests, puisqu'à l'époque, les masques, il y en avait peu. Les visières plexi étaient en cours de développement, donc il fallait protéger aussi les soignants pour éviter qu'ils soient contaminés. Donc on en a offert 3. On a eu la chance d'ailleurs d'avoir 2 émissions de télé, une télé du Grand Paris et je crois que c'était France 3 Région aussi qui est venue faire des films. Donc des caissons, des systèmes sur roulette aussi pour mettre devant les patients quand ils sont assis. Donc c'était des belles expériences, des beaux projets, et puis une machine qui va pouvoir nous servir aussi à faire autre chose que du plexiglas. C'est ça, oui. Elle peut servir à autre chose. Oui, tout à fait. Elle découpe le plexiglas, mais elle peut découper de la tôle aussi. Donc, comme on a beaucoup plus de tôle dans nos produits que de plexiglas, ça peut être intéressant. Alors, moi, je voulais savoir justement comment se porte l'activité aujourd'hui de ces parois en plexiglas et de ces caissons. Est-ce que ça a vraiment généré un nouveau marché ? On a eu un peu de demandes, surtout sur les bureaux qui ont réouvert. Les restaurants, malheureusement, eux, sont toujours pas ouverts. On a eu beaucoup de demandes, mais comme ils n'ont pas rouvert les restaurants, on n'a pas été au bout. Vous avez pas mal de bureaux de gens qui ont repris. Là, typiquement, on a une société de service il y a 15 jours qui a rouvert son bureau et qui a des bureaux de 4 et qui nous a demandé de lui concevoir une protection spécifique. Nous, on a une grande salle de réunion sur Medicom, donc on a fabriqué aussi des ouvrants. On a une société sur le parc de Saint-Olomone qui nous a aussi demandé
des plaques de Grégory plexiglas. vous fait un Oui, juste- signe. On a quand même une très belle référence, puisqu'on a équipé les bureaux de quartier dans le centre de Paris, avec à peu près 80 protections sur mesure pour eux. Donc voilà, c'était juste pour faire la parenthèse. C'était une belle référence. Ouais. C'est une belle référence. J'ai vu aussi que vous faisiez vous mettiez des systèmes de désenfumage sur des bâtiments classés. Oui, tout à fait. J'ai Il y a une belle vidéo sur LinkedIn avec des systèmes qui permettent de faire du désenfumage et de s'intégrer dans l'architecture des bâtiments, quoi. Donc là, ça doit demander pas mal de temps avant de réaliser une telle technique. Là, on est sur plusieurs projets. Alors là, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui depuis pas mal de temps, ce type de produit. Et aujourd'hui, on travaille sur des nouveaux projets où vous aurez une fenêtre de désenfumage qui va pouvoir désenfumer, mais bien sûr aérer, où vous ne verrez pas tout le mécanisme. D'accord. Donc c'est un peu secret parce que c'est pas encore sorti, mais c'est vers tout ce le but quoi on travaille. Ouais, tout à fait. De respecter le bâtiment classé. De respecter le bâtiment et de respecter les gens qui sont dans les bâtiments. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui est ERP, c'est les établissements qui reçoivent du public. Il faut faire très attention à ne pas blesser les personnes qui circulent, alors soit en fauteuil roulant, soit les personnes âgées dans les EHPAD, et de rien avoir qui dépasse au niveau des fenêtres. Mais malgré tout, il faut assurer la sécurité des gens. Donc, vous devez avoir tous ces mécanismes qui sont présents. Donc, on travaille sur cette partie-là. On travaille, tout à l'heure, j'ai parlé de verre qui se teinte, techniquement, c'est du photochromique. On travaille aussi sur des systèmes, je crois que Frédéric en a un peu parlé tout à l'heure, pour contrôler l'aération et l'atmosphère que vous allez avoir dans une pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Grégory vous en parlera parce qu'on a fait un bâtiment de ce style-là, contrôler le taux de CO2, le taux de positivité, entre guillemets, dans le bâtiment, et de se dire, on est à tel stade, donc on aère, et ça se fait en automatique. C'est ça. Vous le calculez, même si le désenfumage est possible. Mais après, vous avez la fonction désenfumage pur, et à côté de la fonction désenfumage, vous avez des fonctions supplémentaires qui sont décorrélées. Puisqu'il y en a un, c'est du réglementaire, de l'autre côté, c'est entre guillemets du confort. Donc de permettre aux gens d'avoir d'autres fonctionnalités avec ce châssis qu'ils achètent à la dernière minute parce qu'il faut mettre du désenfumage dans son bâtiment. Donc là, on leur apporte une nouvelle fonctionnalité. On apporte aussi de la lumière malgré tout dans les bâtiments et on apporte aussi un niveau d'isolation. Aujourd'hui, là même en ce moment, vous avez les aides qu'il y avait pour le particulier. Aujourd'hui, sont en train d'arriver sur les entreprises. Donc quand vous changez des châssis de toiture ou des fenêtres qui ne sont pas isolantes par un système de désenfumage qui vous apporte en plus une protection contre, on ne va pas dire les maladies, mais éventuellement la pollution intérieure du bâtiment, ça permet de pouvoir avoir des subventions éventuellement aussi liées à ça. Alors, il me semble que Frédéric Enfrenne, vous avez dit qu'il n'y avait pas tant de concurrence que ça dans votre métier. Est-ce que c'est toujours le cas ? Parce que en même temps, c'est une obligation d'installer ce désenfumage. Il y a peu de fabricants en France. Et après, effectivement, nous, on a 2 critères sur la stratégie groupe. C'est l'innovation et le développement commercial et à l'export. Et on travaille beaucoup sur l'innovation et de faire sortir. Medicob a été quand même dans les leaders il y a quelques années sur la sortie de nouveaux produits. Et c'est vraiment ce rythme-là qu'on est en train de reprendre depuis quelques temps. En plus, le Covid nous a permis de faire ressortir des talents. C'est ça. Au sein de nos entreprises, qu'on était tous en télétravail pendant quelques temps. Quelques-uns d'entre nous ont craqué avant le fameux jour où on avait le droit de retravailler. On est reparti travailler un peu avant. Et on s'est retrouvé avec des dirigeants qui étaient dans les ateliers en train d'emballer, en train d'expédier. Donc et on a vraiment eu des talents. On a des gens avec Frédéric qui nous ont appelés. Bon, tous les 3 ont travaillé, bien évidemment. Et il y a des gens qui nous ont appelés et dit en quoi je peux vous être utile ? Oui, ça a été une belle révélation de solidarité. Des 2 côtés. Hein. Des 2 côtés. Il y a eu beaucoup de positifs et il y a aussi du négatif. Forcément. Mais c'est vrai que reprendre l'activité... On va retenir que le positif. Mais reprendre l'activité avec toutes les mesures qu'on nous a imposées, d'étalement des horaires, d'éviter d'avoir le moins de monde possible dans les bâtiments, mais malgré tout avec des salariés qui viennent en transport, donc qui prennent des risques. Ça a été assez compliqué. Avec Frédéric, on a mis à disposition des véhicules qu'on a dans notre société pour éviter que certains prennent les transports. On a étalé les horaires. On a un CSE, bien évidemment, au sein de l'entreprise. Et d'avoir un dialogue avec nos salariés et les différentes instances, savoir qu'est-ce qui leur conviendrait le mieux pour éviter qu'ils prennent le moins de risques possible pour venir travailler. Et effectivement, chez Medicob, on n'a eu aucun cas contact aujourd'hui. On va toucher du bois. On touche du bois, ça continue. Ouais. Mais c'est vrai que
Quand on voit ce qui se passe autour. Oui, ça fait réfléchir. Alors, est-ce que justement, le but d'une entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires, d'avoir de la marge. Est-ce qu'il est possible de gagner en compétitivité dans votre secteur ? Tout à fait, avec les nouveaux produits, justement, l'innovation fait qu'on va pouvoir gagner en compétitivité. C'est pour ça que j'ai un directeur commercial à côté de moi qui me pousse à ce que les produits sortent de plus en plus vite. C'est toujours le cas avec il y a toujours un différentiel entre les commerciaux et la technique. Il n'y a pas de différentiel, c'est une osmose pour moi. Mais après, il y a simplement à prendre en compte un certain nombre de critères qui sont indépendants de nous. Parce qu'une fois que vous avez fait vos produits, que vous les avez validés en interne, il faut les donner dans un laboratoire externe qui va venir vous qualifier par rapport à une norme. Et eux sont beaucoup moins pressés que nous, quoi. Bien sûr. Donc, plusieurs objectifs pour Madicob pour demain. Vous voyez l'avenir du secteur plutôt serein ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est une très belle entreprise et puis il y a encore plein de belles choses à faire. Et puis, commercialement, c'est vrai qu'on a une bonne équipe. On va chercher, on a des beaux projets qui sont en train d'arriver. Bien. Il manque plus que les nouveaux produits soient sortis. Et puis, à ma droite, j'aurai un homme heureux. Merci Vincent Bosch, on espère que vous serez moins seul maintenant quand vous déjeunerez. Pour l'instant c'est bon là. Alors je vais donner la parole maintenant à Grégory Morin. Grégory, donc je rappelle que vous êtes le directeur commercial du groupe AGP. Vous êtes dans ce groupe depuis combien de temps ? Alors je suis arrivé en août 2018, donc 2 ans et demi. Et vous aviez fait vos armes où avant ? Alors mes armes, j'ai toujours été dans le monde du bâtiment second œuvre et dans le désenfumage naturel, parce que je suis originaire d'une ville qui s'appelle Vienne, au sud de Lyon. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler un début de carrière en 97 dans une société de Lyon, pour m'émanciper après pour une société hollandaise. Être appelé par mon premier employeur pour assurer la direction commerciale, c'était en 2009. Je me suis émancipé avec des Allemands, sur des produits de haute qualité et au détour d'une réunion via un groupement auquel Madicob, SPEM et Paulet font partie, qui s'appelle le GIMSI, qui fait partie de la Fédération française du bâtiment. J'ai eu l'occasion de rencontrer Frédéric. Et sa vision du marché et des orientations stratégiques société qu'il avait m'ont convenu. Voilà, j'ai trouvé. Ça vous a séduit ? Ça m'a séduit. J'avais à cœur de retravailler pour une entreprise française aussi, c'est important. Mais en fait, concrètement, des sujets dont on parlera après, mais même si le désenfumage aujourd'hui naturel, alors je répète le principe, c'est il y a un incendie, les fumées issues de cet incendie, c'est ce qui crée en général les morts lors d'un accident. Oui, c'est pas le feu en lui-même. C'est pas le feu en lui-même. 80%, c'est les fumées du fait de la toxicité, etc. Et donc notre but, c'est d'ouvrir des systèmes en toiture ou en façade pour évacuer cette fumée, pour relever la couche de fumée et permettre que les gens puissent sortir de ces locaux. Et donc voilà, ça reste quand même un marché dit niche. Peu de personnes le connaissent. Et l'intérêt et le développement et les orientations stratégiques qu'on se donne, c'est justement, avec l'appui de la R&D fournie par Vincent, c'est d'y accoler des fonctionnalités qui sont l'aération, la ventilation des locaux, mais aussi l'apport zénithal de lumière, via des technologies et des technicités, pour pouvoir développer le chiffre d'affaires. Voilà. C'est ça, pour pouvoir donner encore plus de bonheur à vos commerciaux pour qu'ils puissent vendre auprès de leurs clients. Voilà, tout à fait. Vous encadrez combien de commerciaux ? Alors aujourd'hui, sur Madicob, il y a 12 commerciaux. Sur les autres entités du groupe, il y en a 4 autres. Et donc voilà, Madicob est présent nationalement sur tout le territoire français. Et voilà, ils sont appuyés par 6 personnes sédentaires basées à Saint-Ouen-l'Aumône. Et vous-même, vous déplacez pour les rencontrer ? Oui, alors moins maintenant, pour les raisons qu'on connaît. Bien sûr. C'est un peu plus compliqué. Le management opérationnel des forces de vente est compliqué. Et bon, la visio est là toujours, mais c'est vrai que faire passer des messages en direct, c'est quand même plus agréable que par téléphone ou par vidéoconférence. Voilà.
Alors, on a compris que vous aviez une vraie expertise dans le désenfumage. Vous vouliez nous parler donc de cette ventilation naturelle qui est plus importante aujourd'hui en période de crise. Pourquoi ? Elle est d'autant plus pertinente dans le sens où on connaît les problématiques par rapport à la crise sanitaire et nos produits développés par Madicob et par Vincent ont une technique et une technologie qui fait que cette technicité peut être au service des clients pour ventiler convenablement les locaux. Alors, je vais prendre un exemple d'un chantier qu'on a fait avant la crise, d'ailleurs. Madicob a mis au point une ingénierie par rapport à un bâtiment donné que Paulet a installé, la société d'installation du groupe. Et donc, le but, c'était dans un gymnase de pouvoir proposer aux clients des fonctions de night cooling ou de free cooling, ventilation nocturne avec des scénarios définis avec le client. Par exemple, c'est ouvrir de 2h à 4h du matin pour ventiler le locaux et assainir l'air. Si la température intérieure est inférieure et le permet, etc. Avec des fonctions de capteur pluie et vent, avec des fonctions de sonde CO2. C'est-à-dire qu'en cas d'activité dans le gymnase, si le taux de CO2 est trop important, ouverture automatique des produits pour assainir l'air. Voilà. Et c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui, du fait du contexte, car on sent très bien que la ventilation des locaux va devenir très importante, quel qu'il soit. On ne parle pas que des bâtiments d'habitation, on parle des bâtiments type recevant du public, les établissements recevant des travailleurs, etc., etc. Voilà. Et tout ça, tous nos produits sont au service des besoins de nos clients. Oui, en fait, on réalise que c'est un secteur quand même très pointu. J'imagine qu'il y a des capteurs dans la pièce pour... Oui, tout à fait. Ouais, c'est des capteurs, des sondes CO2, des sondes de température. Tout ce qui peut se sonder, finalement, peut donner une information électrique ou électronique à un composant, un coffret, qui va envoyer une autre information à, basiquement, une fenêtre qui, elle, sera automatisée. Voilà. Je crois que vous vouliez aussi attirer notre attention sur le fait que le désenfumage requiert une expérience en couverture, charpente, serrurerie, menuiserie. Alors c'est vous qui assurez la coordination ? Alors moi je pars du concrètement le cerveau c'est Vincent, on va dire. Par contre mon expérience et mon expertise fait que ça reste. Je préfère être modeste, c'est-à-dire que je suis un sophiste. Par contre il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que je connais les besoins du marché, je connais les besoins du client. Et souvent, on se détache de cette vision des choses. L'important, en fait, c'est pas fondamentalement ce qui va émerger de nos cerveaux. C'est ce que le marché et le client a besoin. Et tout part de là. Frédéric, qui a parlé tout à l'heure de l'historique et de la genèse du groupe, la société et le groupe se sont construits comme ceci. La pose et la maintenance ont commencé comme ceci, et l'idée c'était de dire on part des besoins et des problématiques chantiers pour concevoir les produits. Et Madicob est né ainsi, voilà, dans les années 80. Vous vouliez ajouter Vincent Bosch ? Il y a la vision client. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que comme au sein du groupe, on a une société de pose et une société de maintenance. Ce qui est très important, c'est d'avoir leur avis et leur technicité sur la facilité de pose des produits et sur la maintenance des produits. Parce que souvent, quand vous êtes dans votre bureau d'études, vous faites un magnifique produit en 3D, c'est superbe, c'est magnifique, ça bouge dans tous les sens, mais derrière, il y a quelqu'un qui doit le poser derrière. Et après, il y a une autre personne qui doit le maintenir. Et donc là, c'est aussi intéressant et c'est le rôle qu'on a tous ensemble de travailler sur la qualité des produits, des demandes clients et aussi tout ce qui va tourner autour de nos deux sociétés pour nous apporter un savoir et aussi faciliter leur vie à eux et à nos autres clients, bien évidemment. Frédéric Canfray. Juste rajouter une petite chose, c'est qu'en fait, le fait d'avoir 3 secteurs d'activité différents permet aussi d'avoir des clients complètement différents. Sur la société de pose, on a plutôt comme client on est plutôt en second œuvre de bâtiment. Alors on peut installer en direct, mais souvent on est en second œuvre de bâtiment. Sur Madicob, on vend à des gens qui vont revendre ou qui vont poser et installer pour le compte d'un client. Et sur SPEM, on a l'utilisateur du bâtiment, qu'il soit propriétaire ou non, parce qu'il est obligé de le maintenir. Et en fait, c'est avec la maintenance qu'on voit les évolutions dont ont besoin les clients. Ça. Parce que c'est la seule société qui a vraiment l'usage du client. Et c'est ça qui permet de remonter et petit à petit de dire les tendances sont en train de changer, les besoins sont en train de changer, les produits connectés par exemple commencent à arriver et qu'est-ce qu'en attend le client ?
Et à partir de là, on voit avec le bureau d'études comment on doit orienter le produit. Et peut-être que ça va permettre une valeur ajoutée au produit ? Tout à fait. L'idée, c'est de rajouter des fonctionnalités. En clair, comme l'a dit Grégory, la fonction de désenfumage est une fonction obligatoire qui doit s'intégrer dans la façade, dans la toiture. Mais en clair, quand vous avez les commandes de désenfumage, vous avez l'interdiction d'y toucher parce que c'est le pompier qui doit, le cas échéant, savoir si l'ouverture des systèmes va activer le feu ou pas. Donc, en fait, vous êtes assez piégé. Par contre, quand on rajoute des fonctions connexes, là, on va avoir des objets connectés, donc on va pouvoir piloter à distance avec un smartphone l'ouverture, tout en respectant les règles de désenfumage. On rajoute des fonctions qui vont permettre, un peu comme la voiture, aujourd'hui, on peut plus prendre une voiture sans toute la connectivité de la voiture et la motorisation. Quand elles vont toutes être électriques, tout le monde va s'en moquer un peu. Et ben, c'est un petit peu la même chose. C'est la fonction de base auquel on rajoute les fonctions que le client va s'orienter vers nos produits parce que ce sont ces fonctions-là qui vont faire la différence. Donc, voilà. Des belles années en innovation en perspective. Tout à fait. Et j'ai envie de dire que la crise a été un mal pour un bien. Oui. Et on a été. C'est ce que disait Frédéric. Voilà, Onfray, souvent, moi, il y a un terme que j'ai retenu. On a une grosse capacité d'adaptabilité. Voilà. Je ne vais pas parler des sorties produits parce que c'est pas l'objet du débat, mais on s'est vraiment remis en question avec 5, 6, 7 outils d'aide à la vente pour les commerciaux qu'on dit ce sont des nouveaux produits tout simplement. La mise en place, on a essayé de mettre un jour nos bases de données et surtout la sortie d'un site marchand. Qui a eu lieu en décembre, et le but c'était, aujourd'hui on fait du B2B dans l'activité Madicom, et c'est de pouvoir proposer des produits autres avec une gamme étendue dans un contexte B2C. Un spectre plus large. Voilà, un spectre plus large, une boutique, qui permettra à certains clients d'acheter le composant sans passer par une ouverture de compte et des lourdeurs administratives des fois nécessaires dans une société. Et donc voilà, donc ce site est sorti au 15 décembre. Il a été le fruit du travail de pendant cette crise sanitaire, et donc il va évoluer. Il va continuer de s'enrichir et de monter en compétences et en propositions auprès des clients. Mais donc voilà, ça a été l'adaptabilité et notre capacité à proposer des nouvelles choses. Alors je pourrais vous parler de nos centrales de détection, de nos centrales de sprinklage, etc., qui nous ouvrent des portes pour l'export. Mais le but, c'était de pouvoir se donner l'opportunité sur des nouveaux produits de faire la différence par rapport au chiffre d'affaires et par rapport à la concurrence. Si vous aviez des conseils, ou en tout cas un conseil à donner à nos auditeurs aujourd'hui, ce serait lequel ? L'adaptabilité. Il faut commander chez Madicom. Alors non, mais oui, bien sûr. Ça fait travailler l'économie locale et les emplois locaux. Forcément, c'est une société du 95. Alors moi, j'essaie d'avoir une vision un peu plus nationale des fois. On fabrique dans le 95. Voilà. Et on fabrique dans le 95. Et on propose sur tout le territoire. C'est français et 95. Voilà, mais si j'ai un conseil à donner, il faut la remise en cause de nos jours est d'actualité, et ça doit rester notre leitmotiv pour demain. Voilà. Merci Grégory Morin. Je sais que vous aviez des offres d'emploi à proposer. Je vous laisse les annoncer si vous le souhaitez. Alors on en a plusieurs. Oui. La première urgente, ça serait éventuellement un poste d'assistant commercial basé à Saint-Ouen-l'Aumône. Et donc voilà, on est à la recherche hommes ou femmes, bien sûr. Le monde du bâtiment est un monde très masculin. Moi, je suis attentif à deux choses. C'est l'égalité des salaires hommes-femmes et la mixité dans nos sociétés. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans le bâtiment. Oui, et c'est une bonne chose. Oui. Voilà, c'est une bonne chose. Et donc, je suis très, très attentif à ça. Sur les postes itinérants, alors sur le plateau sédentaire, il y a un équilibre qui se crée. Par contre, sur nos postes itinérants, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais je suis attentif à poste d'assistant commercial basé sur Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Et je crois que vous aviez aussi un responsable en communication et marketing. Alors oui, sauf si vous l'avez trouvé. Alors aujourd'hui, il est devant vous, parce que... Les multitâches aussi. Vous avez besoin d'un assistant. Alors, dans l'aspect adaptabilité, il y avait aussi cette notion-là, c'est qu'on est obligé un peu de se démultiplier et de faire un peu tout quand on est cadre dirigeant, surtout dans les périodes de crise. Et donc oui, voilà, si
on cherche un poste de responsable marketing et communication pour nos sociétés du groupe, j'ai envie de dire, puisque notre stratégie, fondamentalement, même si chaque société en a une, il faut qu'elle soit liée tout ensemble. Voilà. C'est ça, oui. Indépendante et liée en même temps. Et ça, c'est mon travail. Et donc, que faut-il faire à ces auditeurs s'ils ont besoin de vous contacter ? Ils s'adressent il y a un formulaire à remplir sur le site internet. Oui, c'est-à-dire ils vont sur le groupe AGP ou plutôt Madicob ? Plutôt Madicob. Oui. Et donc, ils peuvent envoyer les coordonnées. Moi, dans la demi-journée, en général, je prends contact avec eux. Vous répondez, Frédéric Anfray. Il y a mon adresse email, frédéric.anfray@madicob.fr qui est sur le site. Donc, pour postuler... Voilà, donc ils peuvent m'envoyer directement et on traite ensemble on fait toujours les embauches importantes de façon collégiale. C'est bien. Merci, on fait une nouvelle pause musicale et je reviens vers vous, Frédéric Anfray, pour l'association 60 000 rebonds. New Year's Day, U2. Radio IDFM, je suis toujours en compagnie de Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, assistant général de protection, Vincent Bosch, directeur général de Madicob, et Grégory Morin, directeur commercial du groupe AGP. Frédéric Anfray, je reviens vers vous parce que vous souhaitiez nous parler de la nouvelle entité de l'université de Cergy-Pontoise, CI Tech. Oui. Alors, CI Tech, c'est la nouvelle entité de l'université de Cergy-Pontoise qui a été mise en place pour faciliter les transferts de technologies de l'université aux entreprises et notamment aux PME. J'ai rencontré Olivier Romain qui est chargé de ça en 2019 dans l'étape du Tour de France des territoires d'industrie qui s'est faite à Saint-Ouen-l'Aumône, au parc d'activités de Saint-Ouen-l'Aumône. Et depuis, on m'a demandé d'être administrateur de l'université de Cergy-Pontoise et j'avoue que je suis assez bluffé de voir tous les projets qu'il y a et l'importance de l'université et la vitesse à laquelle se développe. Toute la matière grise qui s'y dégage. Et en fait, quand on dirige des PME, on regarde l'université un peu de loin en disant c'est trop théorique et autres. Et en fait, comme l'a dit Vincent, il y a les laboratoires de recherche. On a été visiter certains laboratoires, impressionnés par les technologies. Et en fait, on s'aperçoit qu'on vit souvent un peu trop en vase clos dans la société et que les problématiques techniques qu'on a, qui nous paraissent relativement insurmontables parce qu'on n'a pas forcément les compétences dans tous les domaines, quand on en discute avec l'université, ils disent nous on sait faire. Ah oui. Et donc on gagne notre temps. Donc, on a différents projets qui sont dans les tuyaux. On a peut-être une start-up qui sortira peut-être cette année, on espère. Voilà. Et surtout, il y a une vraiment... Une start-up qui ferait partie du groupe. Dans lequel on aurait une modeste participation. Mais surtout, l'idée, c'est de dire on devrait moins hésiter à aller voir l'université et regarder ce qu'on peut faire, parce que entre les aides financières, entre les chercheurs qu'on peut avoir à notre disposition, il y a vraiment un certain nombre de choses qui peuvent vraiment faire avancer plus vite l'entreprise. La difficulté qu'on a au niveau des PME, c'est que d'abord, on n'a pas des moyens indéfinis, oui. Mais ni financiers ni humains. Et je serais tenté de dire que souvent, on n'a pas les moyens financiers, mais les moyens humains, entre s'occuper du Covid, s'occuper en permanence de l'adaptabilité de l'entreprise aux contraintes diverses et rajouter toutes les nouvelles technologies qu'on doit mettre à nos produits pour soit respecter les nouvelles normes, soit les nouveaux usages, en règle générale, on n'arrive pas à tout faire. Donc soit on les fait en partenariat avec d'autres, mais c'est pas toujours évident, parce qu'encore une fois, les nouvelles technologies, nos équipes de R&D les ont pas apprises, voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, nous on a des problématiques d'électronique, de transmission de données. Et tout ça, on ne peut pas tout faire. Donc vraiment, l'université, j'incite... Vous la recommandez chaudement. Je recommande, et c'est vraiment une très belle chose qui est faite pour aller vers les entreprises. Et je pense que l'université est aujourd'hui beaucoup plus pratique qu'elle ne l'a été, ou que l'image qu'on en a. Voilà. On va les inviter pour qu'ils nous en parlent mieux. Un petit bonjour à François Germinet, le président de l'université de Cergy-Pontoise, au passage.
Et puis alors, j'annonçais en début d'émission que vous aviez rejoint l'association 60 000 rebonds en tant que responsable de l'agence du Val d'Oise. Donc 60 000 rebonds, c'est une structure qui s'adresse aux dirigeants qui ont connu une liquidation, qui peuvent sortir KO d'une telle épreuve et qui ont besoin d'être accompagnés et soutenus pour repartir. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, c'est une association de bénévoles qui vit avec des dons de fonds privés. Il y a une antenne Île-de-France, et dans cette antenne Île-de-France, il y a une agence valdoise, si on peut dire, et Laurent Pillard, qu'on connaît et qui est dans beaucoup d'activités, m'a demandé de prendre sa suite, puisqu'il était appelé à d'autres fonctions et qu'il n'arrivait pas à tout faire. Voilà. Alors, c'est effectivement. C'est comme ça que vous avez rejoint 60 000 Oui, rebonds. alors quand il m'a posé la question, c'était pas très simple de s'investir parce qu'on sait que les années sont compliquées. Et en même temps, cette année, c'est probablement les 2 années qui viennent sont probablement les années où il va y avoir le plus besoin dans ce domaine-là. Au passage, en ce moment, on a une pénurie de gens qui viennent nous voir. Les liquidations sont en chute totale. Enfin, les procédures devant le tribunal de commerce sont en chute totale, puisque globalement, beaucoup d'entreprises sont sous perfusion. Mmh. Et je serais tenté de dire il est bien normal que les gens profitent des perfusions tant que c'est possible. Mais on sait qu'après... Oui, quand les charges vont recommencer à tomber... Oui, il y a des murs de dette PGE plus le reste à charge, parce que même quand on a du chômage à temps partiel, il y a du reste à charge, et si on n'a pas d'activité, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir payer. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui ne pourront pas payer leurs dettes, même si l'activité économique, quand elle repart, est viable, le niveau de rentabilité des affaires ne permettra pas de payer le cumul des dettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on s'attend à une hécatombe. Oui. Alors, sur 60 000 rebonds, c'est une association qui existe depuis une petite dizaine d'années, qui a été faite pour dire, quand un chef d'entreprise est en liquidation judiciaire, il perd tout, il a pas forcément d'assurance chômage, il a perdu éventuellement une partie de ses biens, et il a aussi perdu sa vie sociale, puisque du jour au lendemain, il n'est plus rien. Une liquidation, c'est assez violente, puisque du jour au lendemain, on donne les clés de l'entreprise et on n'a même plus accès. Tout, oui. Et souvent, la difficulté, c'est comment on rebondit. La liquidation judiciaire en France est assez mal vue, historiquement, contrairement à ce qui se passe dans des pays anglo-saxons où on considère que ça peut être une expérience. Souvent, le chef d'entreprise... En France, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, et on peut se retrouver à perdre une partie de son environnement parce que dans l'image de certains, la liquidation judiciaire, ça pourrait être contagieux. Honteux, voilà. Ouais. Là, on va être avec un nombre important de chefs d'entreprise qui n'auront pas démérité et dont les conditions de leur activité aura disparu, et ils vont se retrouver démunis. Donc 60 000 rebonds a été créé pour les aider à supporter le choc psychologique et les reconstruire. Donc c'est des programmes sur 2 ans, avec des séances mensuelles où les gens se retrouvent et peuvent échanger leurs impressions. Il y a une part d'exutoire, parce que quand on arrive, les gens sont cassés. Oui. Et le fait de se retrouver dans un groupe... Le fait de témoigner, de raconter son histoire. De raconter, et puis chacun fait le point d'où il en est. Donc celui qui a déposé, qui a été liquidé il y a 6 mois, qui commence entre guillemets à s'en remettre, explique les chemins qu'il est en train de faire, les opportunités qu'il a. Et donc ça redonne aussi un peu confiance à tout le monde de dire je ne suis pas tout seul finalement à traverser ça. Chaque personne qui rentre dans l'association et qui a été acceptée a un parrain et un coach. C'est ça, il faut être parrainé. Alors, il faut être accepté, c'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où la personne arrive, elle ait aussi envie de s'en sortir et de s'investir. On peut avoir des psychologues qui viennent aider. On a des séances de coaching individuelles pour que la personne refasse un projet personnel. Mais il faut aussi que la personne soit en état... Soit motivée, bien sûr. Pas que motivée, c'est qu'il faut retrouver un peu de jus pour repartir. Et c'est assez intéressant humainement. En plus, j'allais dire, c'est un petit peu comme la chanson des Restos du Cœur. On pourrait ne pas se sentir concerné, mais finalement, ça peut tous nous arriver parce que les aléas
Il n'y a que quand on avec ce qui s'est passé en 2020. Voilà, et puis même indépendamment de ça, on peut avoir un souci de santé où la société se plante derrière. Enfin, il y a tout un tas d'aléas qui fait que on a des changements de réglementation. Vous avez des sociétés qui avaient une activité, d'un seul coup, changement de réglementation, l'activité n'existe quasiment plus. Enfin, il y a tout un tas de cas de figure où on n'a pas forcément fait de mauvaises affaires, où c'est trompé. On n'a pas fauté. On n'a pas fauté. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez fort humainement. Après, quand on participe à ces réunions-là, ça permet aussi de se recaler soi-même, parce que des fois on arrive avec les soucis dans la tête, et puis quand on voit les problèmes des autres, on dit finalement, faut relativiser quand même tout ça, et voilà. Et puis je pense qu'en ce moment, il faut aussi passer un peu de temps en bénévolat, parce qu'on a aussi besoin de ça, quoi. Voilà. Alors, si des auditeurs souhaitent rejoindre cette association, que doivent-ils faire ? Eh ben, écoutez, il faut qu'ils me contactent là aussi. Alors, c'est pas toujours simple pour des chefs d'entreprise qui ont été mis en liquidation de venir nous voir, donc il faut un peu les pousser à venir nous rencontrer. Tout simplement parce que les gens ont tendance à se renfermer dans un premier temps, parce que c'est quand même assez violent. Oui, il y a un côté dépressif qui s'installe. Voilà, donc il faut pas hésiter à ce qu'ils viennent franchir la porte, venir en visiteur et voir après s'ils adhèrent au système. Au passage, je voudrais aussi parler de l'APESA. Oui, alors j'allais vous tendre la pêche parce que je me demandais justement si c'était... C'est deux choses différentes. Vous êtes en relation ? Alors sur le Val d'Oise, je parle de l'APESA parce que Gérard Maury, l'ancien président du tribunal de commerce, a beaucoup poussé pour l'APESA. C'est pas tout à fait le même format. Dites-nous ce que c'est, rappelez-nous ce qu'est l'APESA. C'est une APESA. Association pour venir en aide aux dirigeants qui psychologiquement sont fragilisés. Qui viennent d'apprendre leur liquidation. Alors pas uniquement, parce forcément. que vous pouvez être aussi dans des situations de pré-dépôt de bilan où vous êtes vraiment dans une situation psychologique défaillante. Et l'APESA est là pour ça. Donc c'est vraiment plutôt prendre soin un peu de l'âme et aider aussi les chefs d'entreprise, parce que faut pas oublier que dans les temps qui passent, on parle beaucoup des décès du Covid, mais il y a un paquet de chefs d'entreprise aussi qui vont pas bien et qui prennent de mauvaises décisions à ce niveau-là. Et donc l'APESA est là pour être un peu un sas par rapport à ça. 60 000 rebonds intervient vraiment quand les gens sont en liquidation. Le format, c'est on est en liquidation judiciaire et on rebondit. Donc c'est complémentaire, c'est pas au même moment, quoi. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, il existe quand même si vous avez autour de vous des chefs d'entreprise qui vont pas bien, il y a des choses qui existent et qui sont bénévoles, totalement bénévoles. Voilà. Donc 60 000 rebonds, on fait appel à vous, Frédéric Anfray, toujours sur votre site. Enfin, oui, alors il y a le site de 60 000 rebonds. Hein. Là, on passe par 60 000 rebonds. Il y a quelques permanents, donc c'est les permanents qui gèrent. Et après, on affecte à la personne un parrain et un coach. Le parrain, ça permet de s'épancher un peu plus librement. Et le coach, ça permet de faire un vrai travail régulier sur 2 ans pour aider la personne à vraiment construire un nouveau projet et rebondir. On a de très beaux exemples dans le Val d'Oise de gens qui ont rebondi, je les citerai pas là, mais qui ont rebondi assez vite et pour lesquels ça va bien aujourd'hui. C'est ça, et qui aujourd'hui viennent témoigner, j'imagine, dans l'association. Et puis dans tous ces groupements-là, mine de rien, sans s'en rendre compte, on crée de l'empathie, on crée de l'humain. Et à un moment donné, ça permet aussi d'accéder au réseau des uns et des autres, parce que finalement, le réseau d'entraide, c'est aussi tout ce qui est immatériel, de se donner des coups de main parce qu'on connaît un tel, tiens, tu veux faire ça, tiens, un tel peut t'aider. Et ça, c'est aussi assez sympa. En clair, il ne faut pas que les gens ils restent tout seuls, quoi. C'est ça. Voilà. Très bien. Et je voulais juste rappeler aussi qu'à APESA, il faut contacter le tribunal de commerce. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Frédéric Anfray pour ce partage. Merci à vous. Bravo pour les performances de votre groupe et puis ce nouvel engagement auprès de 60 000 rebonds. Alors, l'heure tourne. Je vais juste vous demander à chacun peut-être un mot de conclusion. On va commencer par Grégory Morin et puis savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Grégory. Déjà, merci pour l'invitation. C'est le premier point. Il faudrait nous souhaiter de la réussite, tout simplement. Vous en avez déjà. Encore plus de réussite. Encore plus de réussite, voilà, parce que cette crise n'est pas finie et donc il faut qu'on persévère dans notre action au quotidien, voilà. Et j'en profite pour faire une petite dédicace, si Allez-y. on me le permet, voilà. J'en profite d'être en gain pour faire un petit coucou à Stéphanie. Voilà. Très bien. Bonjour Stéphanie. Vincent Bosch, un mot de conclusion. Et vous aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Merci à vous déjà de nous accueillir. Des nouveaux produits, des nouveaux projets.
Et puis aussi pour la réouverture des restaurants et des hôtels, pour que nos équipes, Grégory en particulier, puissent être accueillis dans des conditions convenables quand ils se déplacent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une compliqué. Chambre d'hôtel et puis un Nescafé. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose autour de ça. Et c'est vraiment très délicat pour les gens qui se déplacent beaucoup, quoi. Est-ce que justement, ça fait partie de vos clients, c'est les hôtels au niveau du désenfumage ? Alors c'est le client final. C'est le client final. Parce que c'est des établissements qui reçoivent du public. Donc effectivement, c'est des utilisateurs. Donc après, c'est des clients de la société SPEM sur la partie maintenance ou de la société Paulet sur toute la partie rénovation quand ils veulent améliorer le confort et l'utilisation de leurs locaux. Merci Vincent Bosch pour votre partage. Frédéric Anfray, vous avez le mot de la fin. Écoutez, très content d'être venu encore vous expliquer un peu nos activités et je pense que peut-être qu'une prochaine fois, il faudra que vous receviez l'Université de Cergy pour qu'ils vous expliquent eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Complètement, et puis avec grand plaisir. Merci Jacqueline. Merci à tous qui nous écoutaient chaque matin. Merci Philippe pour la technique. Dans quelques jours débutent les vacances scolaires d'hiver. Donc nous vous retrouverons maintenant à la rentrée le 2 mars 2021. D'ici là, continuez de prendre soin de vous et de vos proches.